Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 20h pétante. Et c'est l'horaire de votre quotidien sportif qui n'est autre que Time Sport jusqu'à 21h. Et ce soir, ce mardi 22 octobre, on va parler de quoi? On va parler de cette ferveur parisienne du côté de son antre, qui est le Parc des Princes ce soir. 21h, le PSG rencontre donc le PSV à Eindhoven, le club néerlandais. Le 01 53 48 3000, rien de plus simple pour réagir, nous passer un petit coucou. Vous êtes en métro ou sinon même en transport, à la maison ou en voiture pour rejoindre le stade, et pas que, en rentrant du travail ou en famille, vous nous appelez, on se fera un plaisir de parler avec vous, de discuter et aussi de revenir un peu sur la rencontre de ce soir, avec au programme justement Madrid-Monaco qui est en train de jouer en ce moment, et les Bianconeri, la Juventus de Turin qui joue là aussi ce soir pour le compte de cette fameuse Champions League. Que des gros matchs, le Boxing Time de Moussa. On reviendra, c'est promis, sur les sports de combat. Rien que ça, au 01 53 48 3000. On accueillera avec nous pour la première fois Fabrice Abgral, justement, le monsieur tennis en France. Rien que ça pour vous, chers auditeurs et auditrices. On reviendra bien sûr sur ce magnifique livre, Rafael Nadal, le plus grand de tous les temps, aux éditions en Exergue. Voilà. Sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Allez, c'est parti. Time Sport, le ras-le-bol. Allez, ce soir, on sera en compagnie de Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Tu vas bien? Hola, buenas tardes a todos. Très bien, puisque vous l'avez dit, c'est soirée Champions League, avec notamment les Espagnols s'intéressent au Real Madrid qui va rencontrer Dortmund. Et puis, bien sûr, tu l'as dit aussi, ce livre dont on va parler sur Rafael Nadal, qui a annoncé qu'il laisse le tennis. Eh oui. Et il va le laisser. Une fois, il sera à nouveau, pour la 5e fois, je l'espère, sortira victorieux de la Coupe Davis qui va se jouer dans quelques semaines au mois de novembre. C'est vrai, merci. Ryan est avec nous ce soir. Bonsoir Ryan, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous, bonsoir à toutes les auditeurs, les auditrices, les chroniqueurs aussi, les réalisateurs. Ils sont tous beaux là ce soir avec nous. Bilal aussi, voilà, on va faire une très très grosse soirée, beaucoup de choses, beaucoup de sujets beaucoup importants. De buts aussi. Exactement, beaucoup Monaco, de buts. 55e minute, 3-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Fort. Voilà, Monaco démarre très très fort là, ce début de semaine. Et comme l'a très bien dit, c'est Rafael Nadal, c'est aussi le point le plus important aussi, qui prend sa retraite. La Champions League du tennis, quoi. Une icône dans le sport, tout simplement. Dans le sport, pas forcément que dans le tennis. Dans le sport, il a apporté énormément de choses. Et donc on va parler de pas mal de choses sur ça, Bilou. Ouais, juste en face, on va retrouver qui? On va retrouver le coach Tolé. Bonsoir le coach Tolé, comment ça va? Bonsoir Bilou, bonsoir tout le monde. Écoute, ça va très bien. Tranquillement. Calmement toujours. Ouais, ben ça va, on est là avec Boula. Bonsoir Boula. Tu vas bien? Salam alaikum à tout le monde. Ah ben voilà, Boula, le bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs, les auditrices. Arda. Le Arda, le plus prodige. Ouais, le plus prodige. Voilà. En devenir là aussi. Voilà, futur Kylian Mbappé. C'est une pépite. Ouais, une pépite. Ben ça va. On l'interviewera dans quelques temps. Pourquoi pas, Inch'Allah, comme tu dis. Si bien, Boula, à la régie. Un petit mot après. Ouais, un petit mot. On l'aura en fin d'émission. C'est promis. Oui, sous l'égide de Boula, il y a pas de problème. À la région, on va retrouver qui? On va retrouver Solal. Comment ça va, Solal? Buonasera à tutti. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs et chères auditrices. 20h, 21h, c'est votre quotidienne sportive tout simplement sur Time Sport. On passe un gros bisou à Nasser, qui est sûrement là, mais qui est toujours dans nos cœurs. Ah bah oui, sur les routes, Nasser. Et ce soir, quel plaisir aussi, on est avec Ryan Gosling là, avec ses cheveux brossés comme ça là. Et il mérite les 5 étoiles d'Hollywood. C'est ça. Et oui, il a été. Ah bah oui, Ryan Gosling, magnifique film, entre autres avec Drive. Oui, la BD, la bande originale, elle était pas mal, Solal. Oui, de Drive. Oui, du film avec Gosling, c'est assez sympa. Oui, Nightcall ou encore Kavinsky. Voilà, les fervents et les férus reconnaîtront cela, ces petits sons qui font du bien, justement sur les routes, du côté de Bratislava avec notre coach Tolé. Spécial dédicace, justement, ce soir, à qui? Abder du LOSC, sans oublier aussi un très grand club, Tristan du Stade Malherbe de Caen, et sans oublier aussi Rachid du FC Nantes. Rien que ça, on a pu les retrouver dans des reportages qu'on va finement préparer, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, du côté de la Bandera Cup ce week-end dernier, où on a pu voir entre autres notre Nasser, dans les stades à chaque fois, en voiture, on voit là, ça c'est sympa, un petit clin d'œil à ces grands messieurs du football français. On va s'attarder cette fois-ci sur le Paris Saint-Germain, le coach Tolé. Le Paris Saint-Germain reçoit donc les Hollandais du PSV à Eindhoven. Et oui, il va falloir faire fort. Le PSG joue ce soir, Marseille est au repos devant la télé, malheureusement les Marseillais
Marseillais et les Marseillaises. Et oui, Paris viendra du moins en conquérant sur les terres marseillaises. Ouais, alors avant cela, il y a ce match contre le PSV Eindhoven. C'est vrai que quand t'affrontes une équipe historique comme le PSV Eindhoven, on sait pas trop à quoi s'attendre parce que ça fait partie de ces clubs qui maintenant tous les 3-4 saisons ont en général des générations de joueurs plutôt importants qu'on découvre, qui sont amenés après à partir dans les grands clubs. Et c'est vrai que pour le moment ils réalisent un sans faute, les Hollandais dans leur championnat. Mais quel est le véritable niveau du PSV Eindhoven aujourd'hui? Et bien sûr le PSG doit réagir après sa défaite face à Arsenal dans cette configuration de Ligue des Champions assez particulière. Mais ouais, faut prendre les points. Les 3 points, Boula, il faut les prendre maintenant et pas demain. Ouais. Oui. Écoute, je pense que ça va être un match facile pour eux. Facile pour le Paris Saint-Germain. On l'espère. Ils sont au pied du mur parce qu'ils perdent à Arsenal. Là, aujourd'hui, ils ont un match à leur portée et ils doivent le gagner. Je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense qu'entre les deux équipes, le PSG est au-dessus du PSV. Faut faire attention. Moi, je suis pas d'accord avec toi. PSG au-dessus du PSV. Parce que on connaît aussi les capacités du PSV. On connaît aussi le buteur. On le connaît très bien. De Jong, l'ancien attaquant du FC Barcelone. Un très grand attaquant néerlandais qui débute sa saison plutôt satisfaisante déjà à plus de 30 ans, 35 ans je crois. Il est déjà à 5 buts et 4 passes décisives en 8 matchs. C'est pas à négliger, je pense que ça va faire mal. Et aussi ne pas oublier Noah Lang, l'attaquant gauche, et Bakayoko aussi. Bakayoko, le jeune joueur belge qui a été très bon avec la Belgique pendant ces dernières trêves internationales. Ouais. Donc c'est à surveiller, c'est une attaque à surveiller mine de rien. Et on connaît la passivité de temps en temps de Nuno Mendes et de Hakimi sur les côtés notamment. Donc ça va jouer très vite. Faut pas négliger les équipes en face comme ça. On a vu des équipes plus faibles battre le Paris Saint-Germain. Donc je pense pas que ce soit facile comme l'a dit Boula ce soir. On ne le néglige pas. On est dans la réalité. Il n'y a pas photo entre les deux clubs. Déjà au niveau le football hollandais, c'est un football qui a baissé. Je veux dire, ils ont pas les moyens que PSG a. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, José connaît très bien à l'époque quand il y a eu le grand PSV, il y a eu le grand Ajax. Ouais. C'était une machine de travail où ça travaillait sur des jeunes. Et en plus de ça, c'était quand même ça faisait entre l'Hollande et l'Espagne. Même pas si vieux que ça. T'avais le PSV qui a sorti t'as Romario qui est sorti. Alors, on va passer à Juan Trocé, on va revenir au coach Tollet. Vas-y, Juan Trocé. Juste il ne s'agit pas de mépriser qui que ce soit, mais c'est vrai que techniquement et sur le papier, le PSG est supérieur au PSV Eindhoven. Puis, le PSG a aussi cette obligation morale et des points de gagner ce match. On dit qu'effectivement le PSG a perdu ce match face à Arsenal, mais n'oubliez pas que quand vous regardez, le PSV Eindhoven a juste un petit point et il n'a gagné aucun des deux matchs qu'il a disputés. Il a juste réussi un match nul. Et puis c'est vrai que ces premiers matchs avec ce nouveau format met un peu mal à l'aise les grosses équipes. Et je dis ça parce que si vous remarquez, c'est quand même étonnant que des équipes telles que Brest, voire Monaco ou le Sparta Prague soient devant le PSG, devant le Real, devant le Versailles. Ouais. C'est-à-dire que là, ce format, on est en train de s'habituer à ce format, mais je pense que le PSG aujourd'hui devra donc montrer effectivement quel est son statut européen. Il a des choses à montrer avec ce nouveau projet entre guillemets qui a été mis en place avec Luis Enrique dès la saison dernière. Mais facile ce soir le Paris Saint-Germain. Je dirais pas facile, je suis d'accord avec lui, mais il devrait gagner plus ou moins facilement, peut-être pas autant que Monaco est en train de le faire aujourd'hui. Ouais. Monaco c'est pas mal. Il est sûr, Boula. Depuis la version Qatari, le PSG quand même est plutôt assez impressionnant à domicile en Coupe d'Europe. Ils sont quasi intraitables lorsqu'ils jouent à domicile. Maintenant, il faut se méfier du PSV, mais je suis d'accord avec Boula quand même. Je pense que le PSG va faire le job et doivent surtout faire le job. Oui, parce que les prochains matchs, je me souviens pas, mais je pense que c'est Atlético Madrid qu'ils doivent rencontrer. Donc, il y a le Bayern aussi, non ? Voilà, ou le Bayern. Donc il y a des matchs qui attendent derrière.
qui vont être compliquées. Il va falloir faire le boulot dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, c'est la titularisation de Mbappé ce soir face à Dortmund. On reviendra sur le Real Madrid. Pour rebondir ce que Claude a dit, ça fait des années que Paris Saint-Germain doit faire le boulot. Ça fait des années que le Paris Saint-Germain doit nous montrer une meilleure, on va dire, image en Ligue des Champions. Là, en l'occurrence, le PSV est premier. Vous allez me dire, effectivement, le championnat néerlandais n'est pas le même que le français. Mais attention, encore une fois, attention. Là où, effectivement, pour moi, il peut y avoir des points positifs du côté du Paris Saint-Germain, c'est la forme, on va dire, la grande forme, entre guillemets, de Kolo Muani, qui a fait une belle prestation dernièrement avec l'équipe de France. Donc, pourquoi pas, effectivement, voilà... Kolo Muani, Barcola aussi, Zahir Emery. Zahir Emery n'a pas joué, donc il peut avoir encore de l'énergie. Mais encore une fois, je reste perplexe et personnellement, ce soir, je vois pas Paris gagner. Très sincèrement, parce que encore une fois, le PSV, tu l'as très bien dit, Juan José, pardon, le PSV n'a pas gagné ses matchs précédents en Ligue des Champions. Et je pense qu'ils vont vouloir être revanchards, et surtout dans cette grande compétition qui est la Ligue des Champions. Je le répète encore une fois, ils sont premiers de leur classement avec 27 points. Et moi personnellement, je vois une équipe du Paris Saint-Germain ce soir très 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 passive. C'est vu Ronaldo et Romario qu'on a découvert au PSV Eindhoven. Ouais. Ça faut pas oublier. C'est vrai. Et puis faut oublier le PSV qui avait éliminé le grand lion de l'As aussi. Oui. Il fut un temps. Le PSV les sort, je crois, sur deux années. Non, mais ça reste une école. Les Hollandais. Cela dit, de toute façon, on est au 3e match. Je crois qu'il y a quelques mois, quand on avait parlé justement de cette nouvelle compétition, ce nouveau format de la Champions League, on s'était dit qu'il fallait la découvrir. J'étais de ceux qui pensaient, et je le pense toujours, que les grosses écuries ont intérêt à gagner ces premiers matchs, parce qu'après ils peuvent lever un tout petit peu le pied, parce que si vous avez vu, pratiquement la moitié sont qualifiés de toute façon quand la première phase va se terminer. Mais là, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'en fait, ce sont entre guillemets les équipes les plus faibles, entre guillemets toujours, qui sont devant, parce que quand vous voyez Brest au même point que Dortmund, vous pouvez vous poser des questions, et surtout si vous regardez où est Brest dans la Ligue 1. Ils ne sont que 10e. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, faut se méfier du PSV, mais il y a quand même une qualité intrinsèque qui est celle aujourd'hui du PSG en tant qu'équipe, que collectif, je pense supérieure à celle du PSV. Et en plus, ils ont ce besoin de ne pas décrocher. Et ne pas décrocher, ça passe par une victoire au Parc des France pour montrer qu'ils peuvent être toujours dans la course justement à ce titre de Champions League qu'ils cherchent depuis une dizaine d'années. En tout cas, quand tu dis les équipes les plus faibles, à ce niveau-là, aujourd'hui, dans l'évolution du football, il n'y a pas d'équipe faible. Tu peux pas dire qu'il y a une équipe faible. Tu prends Real de Madrid qui va à Lille, qui perd 1-0. Tu peux pas dire. À un moment donné, la machine, elle est encrassée. Tu prends les joueurs, à un moment donné, ils sont bouillis. Ils sont bouillis. T'as des joueurs, ils ont plus de niveau. Et à un moment donné, le Real, ils sont en pleine construction d'une nouvelle équipe. Et quand je regarde aujourd'hui Luis Enrique qui a été prolongé, je pense que ça fait partie des grands coachs. Et c'est la chance que Paris a, c'est d'avoir un grand coach aujourd'hui. Et c'est ce qui va faire la différence dans l'évolution, surtout dans la victoire de ce soir. Et je reviens à Kolo Muani. Je pense que ce soir il jouera pas. C'est Asensio qui jouera. Ouais. Peut-être la compo, justement, ça parle de Kolo Muani qui est tombé là il y a quelques minutes. Et Boula a raison pour le coup. Kolo Muani n'est pas titulaire ce soir. C'est une attaque qui sera composée d'Ousmane Dembélé, Kang Lee et Barcola. Il a été blessé sur les transferts, Kolo Muani. Il le dit pas ouvertement, bien sûr. Non, mais c'est passé un peu inaperçu parce qu'il y a eu c'est pas que c'est passé inaperçu, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Voilà, mais le problème de Luis Enrique, l'intelligence qu'il a, c'est de lui donner un petit peu de temps de jeu pour le vendre en décembre. Et comme ils l'ont payé 100 millions, ils ont envie de retomber sur ils ne retomberont jamais dessus. Mais même s'ils le vendent 50, s'ils le vendent 60, ils sont contents. Ils vont en perdre 40. Boula, entre toi et moi, il est volé 60 Kolo Muani. Entre toi et moi. En première ligue, il peut partir pour 50 millions. Le problème, c'est que il est efficace en sélection. Non, c'est pas. Exactement, il est efficace en sélection. Et le problème du système de jeu. Qui paye, c'est un club. C'est pas. Oui, mais non, mais t'as besoin de. Le système de jeu de Enrique ne convient pas à Kolo Muani.
Colomani, il a ses attaquants, il a ses joueurs. Et l'intelligence qu'il a par rapport au PSG, par rapport qu'à un moment donné, comme ils veulent pas perdre d'argent, il essaye de lui donner un temps de jeu. Il le respecte parce qu'il le fait jouer rentrer. C'est pas comme si tu le mettais carrément de côté. Et là, il veut faire plaisir aux dirigeants du PSG pour lui donner le temps de jeu par rapport à. Merci Boula. Transfert au moins de. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices. On reviendra. C'est l'avant-match PSG contre le PSV Eindhoven ce soir en Champions League. Allez, une courte pause et on revient rapidement avec notre invité de ce soir qui n'est autre que Fabrice Abgral. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mardi soir, mardi 22 octobre. On est toujours en live jusqu'à 21h, chers auditeurs et auditrices. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport comme il se doit. Allez, nous accueillons pour la première fois l'invité de ce soir. Time Sport, the special one, the special one, the special. Abgral avec nous, monsieur j'allais dire journaliste, mais non, monsieur tennis, français qui est avec nous. Justement, un immense plaisir de vous avoir avec nous, vraiment, sincèrement, Fabrice, sur cette antenne de Beurre FM. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Justement, on va commencer cette interview avec une première question toute simple et assez un peu folklorique, c'est concernant monsieur Nadal. Il part, vraiment, c'est bon, ça y est, c'est la fin, son année terminée avec le tennis? Oui, malheureusement, c'est la fin, oui. Il va falloir s'y habituer, on ne verra plus Rafael Nadal sur le court. C'est dommage, il a débuté sa carrière en 2002 et il sera resté 22 ans au plus haut niveau et malheureusement son corps ne peut plus lui permettre aujourd'hui de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Alors il préfère se retirer sagement en pleine gloire parce que c'est vrai que même si depuis ces 2 dernières années il n'a pas remporté de titre majeur, il reste quand même un monument du tennis mondial et il faut qu'il parte. Il partira lors de la Coupe Davis, lors de la phase finale de la Coupe Davis à Malaga. Fin novembre, en espérant pour lui qu'il remporte une nouvelle Coupe Davis. Ce sera alors sa 5e Coupe Davis depuis le début de sa carrière. Il finira en apothéose, c'est ça. Allez, un mot avec des réactions. On en a pas mal en studio, Fabrice, avec Juan Trocet. Bonjour Fabrice. Bien sûr, j'ai parcouru le livre que vous venez de sortir avec François Thomasso. La première des choses, qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau en préparant justement ce livre sur Rafael Nadal, au titre quand même provocateur, le plus grand de tous les temps. Ici même en studio, il y a d'autres consultants qui auraient dit autre chose, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez découvert déjà? Et pourquoi ce titre aussi provocateur est-il vraiment le plus grand de tous les temps? Alors, je n'ai pas à juger, c'est pas à moi de juger si c'est le plus grand de tous les temps. C'est à vous, c'est au lecteur. J'ai sorti aussi avec François Thomasso un Roger Federer et le sous-titre c'est le même. Le plus grand joueur de tous les temps. C'est-à-dire qu'on lance le débat et on fera évidemment Novak Djokovic et il aura le même sous-titre, le plus grand joueur de tous les temps. C'est très difficile de savoir qui est le plus grand joueur de tous les temps parce que c'est très subjectif, c'est une question de sensibilité. Il y a des fans de Nadal, il y a des fans de Federer, il y a des fans de Djokovic et quand on est fan de Nadal, on le considère comme le plus grand de tous les temps. On n'allait pas dire l'un des plus grands de tous les temps, non, c'est pas vrai parce que à plus d'un titre, et on peut le considérer comme le plus grand joueur de tous les temps, comme Novak Djokovic, parce que statistiquement, il a tout gagné. Donc on peut le considérer comme le plus grand. Et puis Roger Federer, par son aisance, par son élégance, par son côté aérien, on peut le considérer aussi comme le plus grand joueur de tous les temps, parce que Roger Federer, c'est le tennis véritablement incarné. Quant à Rafael Nadal, lui, c'est la combativité, c'est le guerrier ultime, celui qui se bat sur tous les points, celui qui ne lâchera jamais un match, qui n'a d'ailleurs jamais lâché un match. Donc voilà, maintenant, le débat est lancé. Reste à savoir maintenant qui est le plus grand joueur de tous les temps. Alors maintenant, ce que j'ai découvert, en fait, ce livre, comme avec Federer, en fait, on a voulu, avec François, récupérer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit sur Rafael Nadal. Et en fait, on s'aperçoit que toutes les personnes qui ont évoqué son nom, qui ont parlé sur Rafael Nadal, eh bien, ils sont tous véritablement impressionnés par le personnage, alors par le joueur évidemment, parce que le joueur a remporté, rendez-vous compte, 92 titres, dont 22 titres du Grand Chelem, c'est énorme, dont 14 Roland-Garros, c'est monumental. Mais à côté de ça, il y a l'homme, il y a le joueur évidemment,
incroyable, mais il y a l'homme. Et c'est surtout ça qu'on découvre. C'est que c'est un homme incroyable. Alors on le connaît sur le court, on le connaît moins en dehors du court. Et croyez-moi que c'est un garçon extrêmement poli, bien élevé, bien éduqué, gentil, généreux, respectueux. Il a un fair-play incroyable et surtout une humilité phénoménale. Et c'est ça qui ressort de ce garçon. Et c'est pourtant pas forcément ce que l'on voit sur le court, parce que son tennis est extrêmement brutal, il est extrêmement violent. Eh bien, il est tout à fait ordinaire, j'allais dire, en dehors du court. Et c'est ça le plus impressionnant, et tous les témoignages que l'on a dans ce livre le montrent parfaitement bien. Moi, je voulais vous poser une question. Moi, je voulais vous poser une question. Là, vous parlez du sportif, mais en termes d'image, moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui dégage au niveau par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, au niveau des positions, la sensibilité qu'il a par rapport à tout ce qui se passe, et est-ce qu'il a des positions comme certains sportifs de haut niveau qui ont eu et qui ont intervenu sur des situations par rapport à ce qui se passe dans le monde. J'espère que dans le bouquin, j'espère que dans votre bouquin, j'espère qu'il y aura un passage où on essaiera de vivre un peu, lire ces passages-là. Il se positionne toujours un petit peu quand on l'interroge évidemment sur des faits d'actualité. Il se positionne toujours un petit peu, pas de façon, pas forcément en profondeur, mais il se positionne toujours. Il a toujours un avis. Il a toujours un avis très sage. Raphaël Nadal, il est plutôt dans le consensus. Il n'est pas dans la polémique, Raphaël Nadal, jamais. Notamment sur le dopage. On se souvient qu'il avait notamment défendu Richard Gasquet quand Richard Gasquet avait été contrôlé positif à la cocaïne. D'ailleurs, il avait été blanchi, Richard Gasquet plus tard. Ouais. Mais Raphaël Nadal avait été là et il l'avait défendu. Il l'avait défendu pourquoi ? Parce que c'est son ami et parce qu'il ne croyait pas un seul instant que Richard Gasquet avait pu se doper. Après, évidemment, il y a d'autres sujets d'actualité qui peuvent le toucher, le sensibiliser, mais Raphaël Nadal n'est pas dans la polémique. Il est souvent dans le consensus, il essaie de comprendre, il expose souvent ce qu'il pense, et c'est toujours très intéressant et toujours très sage. Il est un peu dans l'image comme Zidane, alors. Ouais. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Ils sont très amis, tous les deux. Hein. Ouais. Ils sont très amis. Ouais, c'est vrai. Je sais, c'est pour ça que je vous parle de Zidane. Et peut-être en même 15 jours, il deviendra président du Real. Ouais, peut-être, c'est vrai. Vous savez bien ce que je vous dis. Ouais, c'est vrai, Fabrice. Justement, alors, on poursuit. Vous suivez le tennis depuis des années et des années pour Radio France, notamment. Comme disait Bilal, vous êtes la voix du tennis à Radio France. Et vous avez parlé tout à l'heure, justement, des joueurs, des Gasquet, des Federer, des Djokovic. On a tous en tête cette image de Nadal et Federer assis l'un à côté de l'autre pour les adieux justement de Federer. Les deux hommes pleuraient, ils s'étaient nés par la main. Deux enfants. Comment expliquer cette rivalité qui existait sur les cours entre les Djokovic, Federer et Nadal, et en même temps cette amitié? On a tous cette image d'il y a quelques jours, la vidéo où Djokovic a invité Nadal à danser avec lui. En fait, ce sont des rivaux et puis ce sont aussi des amis. Alors évidemment, il y a une rivalité sur le court et quand ils sont l'un en face de l'autre, évidemment, il n'y a pas d'amitié qui compte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Roger Federer a véritablement révolutionné le tennis dans un premier temps, au début des années 2000. Et il était tout seul. Et il a commencé à tout gagner. Et puis est arrivé ce gamin, parce que c'était un gamin à l'époque, en 2005, c'est Raphaël Nadal. Et Raphaël Nadal, il a démoli Roger Federer. Et c'est vrai que Roger Federer a été marqué par l'arrivée de Raphaël Nadal, comme le public aussi a été marqué. Et d'ailleurs, il a eu du mal à gagner le cœur du public, Raphaël Nadal, parce que Roger Federer, il ne lui manquait qu'un seul titre, c'était Roland Garros. Mais malheureusement, sur sa route, il a toujours eu Raphaël Nadal. Et d'ailleurs, il a disputé 4 finales à Roland Garros, Roger Federer, et à chaque fois, il a été battu, parfois même humilié par Raphaël Nadal. Et ça agaçait le public, parce que les gens adoraient véritablement Roger Federer. Et puis, finalement, Roger Federer a gagné Roland Garros en 2009 quand Raphaël Nadal a été éliminé en 8e de finale. Et là, il y a eu un basculement. Ça s'est un petit peu renversé, en fait. Ça s'est un peu inversé, tout ça. Et en fait, les gens ont commencé à connaître véritablement Raphaël Nadal. Ils se sont intéressés à lui. Et puis, ils l'ont vu gagner Roland Garros. Et puis, ils l'ont vu gagner pour
pour en gagner 7, 8, 9, 10, 11. Et puis après, on s'est dit, mais on est en train d'assister à un truc phénoménal, un truc de fou. Et il est en train d'établir un record qui ne sera sûrement jamais battu à Roland-Garros. Et c'est sûrement, aujourd'hui, avec 14 titres, le plus grand exploit de l'histoire du sport. Et là, tout sport confondu, rendez-vous compte, 14 Roland-Garros. C'est-à-dire que Carlos Alcaraz, qui est le tenant du titre à Roland-Garros, s'il veut battre le record de Rafael Nadal, eh bien, il faut qu'il gagne tous les ans jusqu'en 2040. Ouais, c'est possible. C'est possible. Il est jeune, Carlos Alcaraz, c'est très jeune. Moi, j'avais une question. J'avais une question pour tous les ans. Tous les ans, ça c'est incroyable. C'est aussi possible. Fabrice, on a une. Bien sûr, c'est vraiment dingue. Et vous nous faites voyager. Vous avez parlé de Djokovic. Djokovic est arrivé. C'est vrai que Djokovic est arrivé. Il avait face à lui ces deux monstres. Il les avait en cible, il les avait dans le viseur. Et ça l'a motivé, évidemment, pour essayer de les rejoindre et puis de les battre. Et c'est ce qu'il a parfaitement réussi à faire. Fabrice, on a avec Ryan aussi une réaction. Exactement. Bonsoir Fabrice. J'avais une question pour vous. Moi, j'ai entendu dire qu'apparemment Rafael Nadal n'avait pas pris la décision. En tout cas, il a pris sa décision de prendre sa retraite que cette année. Ce n'était pas prévu apparemment qu'il allait prendre sa retraite en 2024. Et moi, j'ai entendu dire qu'apparemment, il voulait aller jusqu'en 2025, voire faire le Roland Garros 2025. C'est vrai ou pas? C'est peu probable. Sincèrement, c'est peu probable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est très vite aperçu en 2024, au début de la saison 2024. Il l'a même dit d'ailleurs. Il a dit que 2024 serait probablement sa dernière année. Il a dit probablement. C'est-à-dire qu'il se laissait quand même une ouverture pour éventuellement jouer en 2025. Et puis il s'est aperçu progressivement qu'il n'était plus au niveau, que physiquement son corps ne répondait plus et qu'il n'était plus capable de rivaliser. Il s'en est aperçu quand? Il s'en est aperçu notamment à Roland-Garros. Malheureusement, le tirage au sort lui a offert Alexander Zverev, qui a par ailleurs a été finaliste après. Et face à Alexander Zverev, il n'a pas hésité et qui n'a pas aux Jeux Olympiques. Alors il a passé le premier tour, mais au deuxième, il rencontre Novak Djokovic. Et là, pareil, il s'est aperçu face à Novak Djokovic qu'il ne pouvait plus rivaliser. Et ça ne l'amuse plus de ne pas rivaliser avec ces joueurs-là. Alors il peut sûrement battre des joueurs du top 30, du top 20, mais arriver dans le top 10, ça devient de plus en plus compliqué. Et il ne veut pas salir son image, il ne veut pas écorner son image. Et on peut comprendre, aujourd'hui, il décide de prendre sa retraite et que c'est inutile de continuer. Ouais. Fabrice, allez, réaction, on en a encore avec le coach Tolé, Solal, pour terminer, on va revoir avec Juan Trocé. Oui, bonsoir, on vous Fabrice. Écoute, messieurs. J'avais une question concernant le tennis français. Déjà, on a sous nos yeux votre beau livre avec de superbes images. Ouais. Et donc, je vois la photo, bien sûr, de Richard Gasquet qui, lorsqu'il était jeune, était a battu notamment Nadal. Qu'est-ce que... Oui. Quand il était très jeune. Ouais, il a battu quand même. Il l'a battu en 6e. Il était en 6e. Il l'a battu, il était en 6e. Mais bon, il a battu quand même. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qui manque véritablement au tennis français pour exceller, on va dire, au très haut niveau sur la durée? Qu'est-ce qui a manqué jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'allais dire, en fait, le problème, c'était quoi? C'est qu'en fait, il y a une formidable génération. Avec Tsonga, mon fils, Gasquet, Simon. En fait, le problème pour ces joueurs-là et pour ces joueurs français, c'est qu'il y avait Federer, Nadal et Djokovic. Parce que s'ils n'avaient pas existé, croyez-moi qu'un Tsonga ou qu'un Gasquet aurait très bien pu gagner un tournoi du Grand Chelem. Ils ont été demi-finalistes en Grand Chelem. Je suis d'accord. Et Tsonga a même été finaliste en Grand Chelem en 2008 à l'Open d'Australie, mais là, il avait été battu par Novak Djokovic. On a eu une génération exceptionnelle. Alors, on s'est souvent moqué de ces joueurs-là, de ces joueurs français. On se disait, ça y est, le Français a encore battu, les Français ont encore été battus, etc., etc. Mais en fait, on se rend compte maintenant qu'ils ont terminé leur carrière. Progressivement, il reste encore Gaël Monfils, mais Richard Gasquet va terminer à Roland-Garros l'année prochaine. Ouais. On s'aperçoit en fait qu'on avait une génération exceptionnelle. Incroyable. Mais celui qui avait le plus gros... Mais malheureusement... Ouais. Oui. Fabrice, celui qui avait le plus gros potentiel, c'est Gaël Monfils. C'est mon fils, ouais. C'est Gaël Monfils. Le plus talent. Après, non, ils ont chacun des qualités différentes. Le plus talentueux de tous, c'est Richard Gasquet, indiscutablement. Mais après, un Joe Wilfried Tsonga était tout à fait capable de remporter un tournoi du Grand Chelem. Un Gaël Monfils, c'est un showman. Maintenant,
Ouais, exactement, c'est un showman. Mais il a mal été géré. Mais le problème, c'est qu'il faut durer. Il faut confirmer toutes les semaines. Et ça, les Français n'ont pas réussi à le faire. Malheureusement. Alors, et maintenant qu'ils arrêtent, on s'aperçoit que ces 4-là, c'était l'arbre qui cachait le désert. Fabrice, rapidement. C'est un petit peu dommage. On a deux petites... Il ne faut pas être pessimiste. Ouais. Il faut être enthousiaste et il faut y croire. Bien sûr, il faut y croire. Solal, allez, une réaction et on termine avec Juan Trocé, avec notre invité Fabrice Abgral. Oui, bonjour Fabrice. Alors on a parlé de Nadal, Djoko, le Six King Slam, ça doit vous dire quelque chose. On parlait de retraite de Nadal. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, l'Arabie Saoudite investit dans le tennis et souhaite faire un espèce de tournoi entre les raquettes d'or, carrément. Les Masters 6, si je peux dire. Bon, rapidement en termes de rémunération, ils sont payés 1,5 million. C'est l'équivalent de la somme qui est versée aux finalistes de Roland Garros à 1,5 million. Le gagnant, je crois, gagnerait la maudite somme de quelques pièces de 10 centimes et 6 millions d'euros. Et je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que c'est réaliste de voir Nadal disputer ce tournoi prochainement? Il l'a joué. Ouais. Il l'a joué. C'était ce week-end. C'est ça. C'était ce week-end. Avec Alcaraz notamment. Il l'a joué ce week-end. Alors, il était qualifié d'office pour les demi-finales, comme Novak Djokovic. C'est-à-dire que les 6 qui étaient là, ils ont mis le pied en Arabie Saoudite. Ils ont tous fait, rien qu'en mettant le pied, 1,5 million. 1,5 million de dollars. Rien qu'en mettant le pied. C'est-à-dire qu'on leur a donné tout de suite un chèque. Après, le vainqueur touchait 6 millions. C'est indécent. C'est indécent. C'est 2 à 3 fois plus que les grands chelems. C'est impossible. Et ne disputait que 2, voire 3 matchs. Ouais. C'est complètement dingue. Alors que pour gagner un grand chelem, on gagne un grand chelem, allez, grosso modo, c'est 3 millions. Allez, on va arrondir. Ouais. C'est 3 millions pour le vainqueur. Là, il gagnait 2 fois plus en Arabie Saoudite, mais c'est indécent. Mais en fait, ce qui se passe, je vais vous expliquer, c'est que l'Arabie Saoudite a une telle puissance financière qu'aujourd'hui, il pourrait très bien créer un circuit parallèle comme ils l'ont fait avec le golf. Ouais, carrément. Donc, ce qui se passe, c'est que l'ATP a senti le danger. Oui. Donc, ils ont demandé à l'Arabie Saoudite de travailler avec eux. Voilà. C'est un peu pour réguler, quoi. Comme ça, ils ont la certitude en 2027 d'avoir un Masters 1000. Voilà. Et comme ça, ils se les mettent dans la poche. Et puis, il n'y aura pas de circuit parallèle parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils pourraient vraiment créer un circuit parallèle en ramenant évidemment Fabrice, tous les joueurs les plus importants qui gagneraient cette fois 2 à 3 fois plus que ce qu'ils gagnent actuellement en Fabrice, c'est un peu la même chose avec le football et les Super League et tout ce qui va avec. Dernière réaction, rapidement, avant de nous quitter, Fabrice. Avec juste une question que vous avez déjà abordée, qu'on vient d'aborder, c'est la question de l'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On sait que Rafael Nadal a la Rafael Nadal Academy, qu'il a investi dans des hôtels, dans des restaurants et dans d'autres affaires. Quel va être l'avenir, le futur proche de Rafael Nadal après le tennis? Va-t-il continuer en lien avec le tennis à travers la Rafael Nadal Academy? Va-t-il faire d'autres choses? Que va-t-il faire? Sincèrement, il va rester dans le tennis. Il a créé cette académie. Il en a une en Espagne, il en a une autre en Turquie ou en Grèce, je sais plus. Enfin, il a créé une autre académie. Enfin, il va rester dans le tennis. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est aussi maintenant d'aider maintenant les jeunes espagnols, voire d'autres joueurs étrangers, parce qu'il y a des joueurs étrangers aussi qui vont dans cette académie. Il va évidemment leur donner des conseils, il va leur faire partager son expérience, et évidemment il va les aider à percer au plus haut niveau. Il sera toujours dans le tennis, Rafael Nadal. Après, on pourra le voir dans des exhibitions, on pourra le voir dans des tournois des légendes, mais il sera toujours dans le tennis. Et vous savez, le plus important pour Rafael Nadal, c'est d'être sur son île, à Majorque, d'aller à la pêche avec ses copains, parce que c'est quelqu'un de très très simple. Et puis je vous le dis, un jour, il sera peut-être même, retenez bien, président du Real Madrid. Président du Real Madrid. Alors, on le retient. Oui. Il avait joué. Son oncle, c'est Barcelone. C'est ça, c'est Barcelone. Un grand merci à Fabrice Abgral qui a été avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM, originaire du groupe France, Radio France. Voilà, il intervient quelquefois aussi régulièrement, ce monsieur tennis, sur les antennes de nos confrères de France Inter ou entre autres France Info et France Bleu. Là aussi, avec ce magnifique livre, Rafael Nadal, le plus grand de tous les temps, coécrit avec François Thomazeau, qu'on salue aussi par la même occasion, journaliste sport. Voilà, et un grand merci à vous, Fabrice, et à très vite, on l'espère. Merci à vous. Merci. La suite des
de l'émission, justement, dans un petit moment. On va parler. Boula, quand même. Arrête, tu fais que parler de Luis Enrique. On va revenir sur ton ami Luis Enrique, hein. En vois-tu, en voilà, et on parlera, c'est promis, des combats de boxe de ce week-end avec un certain Moussa. De suite. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Ce mercredi soir, on rappelle, on joue cette coupe aux grandes oreilles, les matchs de groupe. Voilà, c'est ça, la phase de groupe. Actuellement, ce soir, 21h, c'est du côté du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain rencontrera le PSV Eindhoven. Boula nous a dit facile pour le Paris Saint-Germain. Du côté de Ryan, non, on nous dit très difficile. Va falloir justement départager les messieurs. Autour de la table ce soir avec moi, on a Juan Trossé, le coach Tolé, sans oublier Moussa qui vient de faire son entrée, tout comme Ganou ce week-end. On va en reparler avec lui, aussi de Cristiano Ronaldo, aussi des appels avant, après les combats d'Nganou, super ami à la star justement des rings. Le 01 53 48 3000, allez, place à la dernière rubrique de l'émission. Time Sport, la parole des sociaux. Vas-y Ryan, fais-toi plaisir sur le Paris Saint-Germain. Je vais me faire plaisir. Ce soir, ça va être chaud avec un milieu de terrain composé de João Neves, le jeune portugais, accompagné de Zaïre Emery et de Fabian Ruiz, voilà, l'ancien, on va dire le gagnant de l'Euro de cette année. Et moi, je pense qu'encore une fois, ça va être à double tranchant, c'est-à-dire que c'est soit effectivement le Paris Saint-Germain, je vais peut-être me faire critiquer mais c'est pas grave, c'est soit le Paris Saint-Germain arrive à gérer cette première mi-temps et qu'ils arrivent à concrétiser leur fin de balle, ou alors ça risque d'être compliqué parce que le PSV c'est une équipe qui joue bloc bas avec beaucoup de contre-attaques, et encore une fois je me répète, mais Bakayoko et Noah Lang sont des joueurs très très rapides. Et De Jong, le buteur néerlandais, est un joueur qui est un très bon finisseur et un grand buteur de la tête. Voilà, c'est un grand joueur de tête. Donc il faudra faire super attention sur les coups de pied arrêtés notamment. Et voilà, comme j'ai dit, c'est vrai que pour moi, Paris Saint-Germain ce soir va devoir le joker des bataves là, c'est ça qui a des stats quand même assez. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. L'ancien joueur du FC Barcelone, tout ça. Ouais, donc, c'est très bon joueur. Très très bon joueur. C'est un bon joueur d'expérience. Mais je pense qu'autour de De Jong, parce que quand tu parles de De Jong, d'accord, mais autour de De Jong, il y a pas il y a un autre, il y a un Overmars. T'as fini dit Overmars. Overmars. Mais au contraire, De Jong c'est bien. Il y a une qualité de jeune autour, mais quand tu vois PSG aujourd'hui, ils ont fait un sans faute depuis le début de saison. Tu peux pas dire. C'est pas une raison, Boula. C'est pas une raison. À part contre Arsenal où il y a eu des petits soucis dès le départ. Mais sinon, ça reste quand même une grosse cylindrée qui vont faire. Alors vas-y. Si je te dis, regarde, le Paris Saint-Germain, on est d'accord qu'ils ont toujours très bien commencé leur compétition. À chaque fois, chaque année, ils commençaient bien. T'es d'accord avec moi? Oui. Et pour autant, ça n'allait pas jusqu'au bout. On est d'accord? Ça n'a pas été jusqu'au bout, si. C'est quand même, ils ont été en demi-finale de la Ligue des Champions. Jusqu'au bout, c'est vainqueur de la Ligue des Champions. C'est récupérer la vainqueur demi-finale de la Ligue des Champions. À un moment donné, tu sais, quand tu prends Colomani dans le groupe et à un moment donné, t'as du mal à gérer Colomani, c'est pas un joueur. C'est pas un joueur qui a fait la différence. C'est un joueur à 100 millions. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que lui, il le voulait pas, Luis Enrique. C'est Mbappé qui le voulait. Si vraiment on aurait pris un autre joueur à la place, le petit détail qui manque contre Dortmund, c'est d'avoir investi 100 millions sur Colomani et puis il a pas fait la différence. Après, quand tu regardes aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a un coach qui est une figure du football mondial au PSG. On a la chance de l'avoir. Et moi, je le soutiens par rapport au travail qu'il met en place. Ouais. Et en plus de ça, la qualité des footballeurs. Quand tu me dis, il joue bloc bas, le PSV. Alors, cet après-midi, j'ai été voir la House League. En jeune, je les ai vus presser PSG. C'est pas une équipe. T'inquiète pas, ils pressent aussi le PSV. Oui, bien sûr, mais la plupart du temps, ils vont presser. Et quand si tu presses le PSG, t'inquiète pas, les espaces, il y en a. Après, je vais pas te mentir. Des espaces, il y en a. Surtout contre le PSV ou contre l'Ajax. À noter quelque chose de très important, les gars. Ce soir, il y a pas de vrai numéro 9 du côté titulaire au Paris Saint-Germain. C'est que des ailiers ou des numéros 10, parce que Kang In Lee, on peut me dire ce qu'on veut, c'est un numéro 10 de formation.
on le rappelle, le jeune sud-coréen. Et puis Barcola et j'en perds mes mots. Dembélé, pardon. Ouais. C'est pas des joueurs, voilà, Ousmane Dembélé. On ne le connaît pas de par sa finition, on est d'accord sur ça. Ousmane Dembélé, c'est pas le joueur qui finit le plus, on est d'accord avec ça. Jusqu'à maintenant, cette année, depuis le début de saison, c'est dommage que tactiquement, il suit pas les conseils de Luis Enrique, mais il est plus efficace avec Luis Enrique au niveau finition que les années qu'il a fait. Encore une fois, attendez avant de les enflammer. Attendez, le mec il a 28 ans, on peut plus attendre 28 ans. C'est ça. On a encore le temps, les gars. On n'est même pas au mois de décembre, on n'est même pas là, on n'est même pas à la fin de la première partie de saison. Et déjà vous vous enflammez. Et puis là, non, mais c'est pas d'enflammer, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes que les avancements. Les entraîneurs espagnols, ils ne jouent pas avec des avancements typiques grands. Enfin, ils veulent des techniciens. Pourtant, Luis Enrique, il a connu des avancements. Mourinho pareil, Luis Enrique pareil, mais c'est la même école. Alors, c'est la même école. L'école espagnole. Moi j'ai connu Romario, c'était comme un numéro 10, il jouait derrière l'attaquant, il faisait ce qu'il voulait. Derrière l'attaquant, mais il y avait un attaquant quand même. Non, mais c'est des clubs qui nous écoutent ce soir. L'Espagne 2010. Alors le coach étonné, il faut s'enlever. Il y a du monde. Prendre C en 2010. Alors on a un qui nous écoute ce soir. Le PSG ce soir a quand même, je mettrai une pièce sur le PSG plutôt que sur le PSV. Okay. Il faut savoir aussi qu'avec cette attaque aujourd'hui, qui est une attaque quand même assez vivace, assez électrique, qui va très vite, qui peut vraiment faire du mal à la défense du PSV Eindhoven, je pense qu'ils sont vraiment sa chance. Maintenant, après, il va falloir montrer qu'effectivement, on est capable de saisir sa chance. On attend le PSG, c'est l'occasion de le faire, parce que les matchs qui vont à venir vont être aussi compliqués, et un faux pas aujourd'hui pourrait mettre en danger. Un gros faux pas, hein. Là, c'est un gros faux pas, excusez-moi. Le Paris Saint-Germain, Champions League face à un Bayern qui va arriver assez rapidement. Je respecte. Toujours en Champions League. Adnan qui nous dit beaucoup d'absents. Eh oui, ce soir au PSV et pas des moindres, justement. Ça, c'est la réaction d'Adnan. Ouais. Juste pour rebondir sur autre chose. Avant de retrouver Moussa. Tu me parles de Luis Enrique. Boula. Je rappelle que Luis Enrique est complètement dans sa bulle où lui actuellement il a encore des joueurs tels que Xavi, Iniesta, Busquets au milieu, sachant que c'est João Neves, Fabien Ruiz et Warren Zaïre-Emery qui sont titulaires. Et c'est pour ça que beaucoup de journalistes ne supportent pas, on va dire, sa façon de jouer, parce que c'est quelqu'un qui l'a dit, hein, il mourra avec ses idées, et c'est ce qu'il fait. Donc après, attention, je dis pas que c'est impossible pour le Paris Saint-Germain, mais si, admettons, le Paris Saint-Germain ce soir est en difficulté, faudrait que Luis Enrique puisse se remettre en question sur certains points. Potentiellement changer de stratégie. Depuis le début de la saison, il n'y a pas de numéro 9 selon Greg, qui nous écoute ce soir aussi. J'entends ce que tu dis, mais les journalistes, ils jouent pas pour les journalistes. Hein. Oui, bien sûr. C'est complet. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais je relève ce que nos confrères ont dit. Dis-moi, ils connaissent quoi les journalistes? À part quelques-uns, mais ils connaissent quoi? Ils ont fait un métier pour être journaliste. Bien sûr. Ils ont fait un métier pour être journaliste. Ils n'ont pas fait un métier pour gérer un club de football ou gérer. Ah, ça c'est sûr, Boula. À un moment, la preuve. Ça c'est sûr. Merci. Non, mais journaliste, c'est pas lui de gérer. Ce que j'aime bien, c'est la philosophie de communication de Enrique. Il veut pas que les journalistes empiètent dans son travail. Il a raison. Il a le droit. C'est pas comme si demain il avait besoin d'un autre caleçon, c'est les journalistes. Allez, la dernière rubrique de l'émission avec Moussa, justement. Le box time de Moussa. Alors, la semaine dernière, je vous quittais à Riyad, et on va y rester à Riyad. C'était pour le retour de Francis Ngannou après 2 ans de sa parenthèse enchantée et très lucrative dans la boxe anglaise. Il revenait dans le MMA au PFL. Un contrat qu'il avait eu très lucratif, mieux que celui de l'UFC qu'il avait quitté, et il l'avait affaire au champion du PFL, Renan Ferreira, un Brésilien très dangereux. On avait vu ses highlights. C'était un adversaire de calibre, et donc c'était samedi à Riyad, et ça s'est très bien passé. Moins d'un round pour celui qui tape les gens pour vivre. Ça allait vite, hein. Voilà. Ça allait très vite. Ça allait très vite, mais il a su construire en fait
sa victoire. Peut-être là où on l'attendait pas. C'est vrai que Francis c'est quelqu'un d'assez puissant, mais il a montré aussi par ce combat-là qu'il n'était pas simplement la grosse brute là qu'on pourrait penser. C'est quelqu'un d'assez technique. Ça s'est vu par sa première amenée au sol, qui a été en fait le début de la fin pour le Brésilien. Il fallait être quand même assez... C'était quand même cocasse parce que le Brésilien, bon, on sait qu'ils sont très très forts au sol, et c'est ce qu'il a fait. Il a amené le combat au sol, et il a fini par des frappes pour devenir encore le nouveau champion du PFL. A souligné sa grande émotion juste après, parce qu'on sait qu'il vit des temps difficiles. Ouais. Il a eu le décès de son fils qu'il a bien sûr marqué. Ensuite, et vous avez vu aussi toute la team qui a commencé aussi à pleurer c'était une scène très 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 émouvante. Maintenant les suites pour lui, parce que c'est vrai que PFL c'est, malgré que ça soit un gros contrat, mais c'est quand même une petite organisation, ouais, qui est petite par rapport à l'UFC. Et le combat qu'on souhaiterait avoir, c'est celui éventuellement avec John Jones, qui est le champion de l'UFC. Ça pourra se faire en général. Ça va être difficile parce que Dana White, en fait, il fait jamais de ce qu'on appelle des crossovers entre les organisations. Ouais. Il faudra vraiment, apparemment, que les Saoudiens qui sont derrière encore ce projet mettent vraiment de l'argent pour qu'ils puissent... Le paquet ils le mettront et le combat aura lieu. Excusez-moi, si Dana White ne fait pas le nécessaire, comme on dit en anglais, c'est comme dans le football. La Super League peut-être verra le jour. Si je sais pas, l'UEFA, la Confédération de football européen se met pas au diapason, comme là avec cette nouvelle formule de la Champions League, peut-être on en arrivera au PFL. Et comme on en parle avec monsieur Abgral dans le tennis, pareil, où les Saoudiens encore veulent rivaliser avec les circuits. Et là, ouais. Et pourquoi j'espère que c'est pas j'espère que dans le sport. Et pourquoi c'est qu'une confédération, et pourquoi que ça se passe aux États-Unis, Boula? Mais tu veux pas déstabiliser. Et pourquoi il n'y a pas à déstabiliser? Il n'y a pas à déstabiliser, Boula. Il n'y a pas à déstabiliser. Ah non. Je vois pas pourquoi tu parles de déstabiliser. Quand je vois Brest, gagner 4-0. Et moi je suis content quand par exemple je vois des combats de boxe. Quand je vois Lille gagner. Moi je suis content aussi quand je vois des combats de boxe en Arabie Saoudite, bien sûr. Mais ben oui, tu parles de déstabilisation. Mais moi je parlais des ligues. Mais bien sûr. Mais il a ouvert le débat, notre Moussa, mais c'est super sympa. Ben oui, j'ai pris la comparaison. C'est pareil, si Dana White se met pas à allonger peut-être des bifetons, eh ben peut-être il se fera dépasser par la ligue qui est la PFL. On est bien d'accord là, messieurs. Écoutez, messieurs dames. J'espère que l'Arabie Saoudite s'accapare la boxe. Ouais, ben elle est en train de s'accaparer la boxe. Le foot aussi, le sport mondial. On l'a vu même au tennis. C'est un vrai débat. Après, maintenant, la boxe a été qui au niveau business? Ça a été en Amérique. Oui. On est d'accord. Donkey King dans les années 70, 80. Moi aussi, je suis un petit peu nostalgique de ces années-là, mais d'accord, mais il y a des nouveaux acteurs, il faut faire avec. Maintenant, les gens veulent plus mettre de l'argent, ils veulent plus prendre de risques. Eux, ils les prennent. Tant mieux pour eux. Voilà. Canal, tu veux que je te dise, à l'époque, avec les frères Acarias, c'est eux qui avaient le budget. C'était les frères Acarias qui avaient le budget. Bien sûr. Maintenant, qu'il y ait quelqu'un qui vient en France, je suis super content au niveau de le foot, par contre, on n'a pas besoin. Alors, on n'a pas besoin. Ça a été créé depuis des années. Je crois que ils en ont besoin un petit peu au foot. Ouais, peut-être. Le coach Tolé, rapidement, parce qu'on doit terminer avec Moussa. C'est la fin de l'émission. Vous en avez besoin. Alors, vas-y. Le sport est déjà malheureusement pourri depuis un moment, et de toute façon, non mais on le sait. Et pour ça, moi, je veux pas que ça soit. Vas-y. De toute façon, on voit très bien que c'est une question de temps. L'Arabie Saoudite va rafler. Moussa, rapide, on termine avec toi, Moussa. Alors, deux résultats. Allez, vas-y. Un à Laval, il y avait deux championnats d'Europe. Malheureusement, Jordi Weiss et Marine Beauchamp ont pas pu gagner leur combat. Donc voilà, il y en a un qui a perdu sa ceinture. Autre chose, très bon résultat de l'équipe des U23 au championnat d'Europe, avec les médailles d'or de César Yogerlin et de Stéline Grosny. Ça nous augure de bonnes choses pour
pour 2028 Los Angeles. Ouais. Et en ce moment, si vous pouvez, il y a les championnats d'Afrique de boxe amateur à Kinshasa. Ah ben voilà. Et je reviendrai avec ça la semaine prochaine. Y a pas de problème. Pour les 50 ans du Rumble of Jungle. Ah ben voilà. Moussa, tu as été accompagné par qui dans ce studio justement? Par ma chère et tendre Sarah, qui m'accompagne très souvent dans les événements. Ouais, un big up à Sarah. Et mon ami Sabre, un grand fan de sport, de combat aussi. Ah ben nous aussi. Arda, à qui nous passons le bonsoir. Et juste à côté, on peut retrouver qui, Boula, ton ami? Ouais, Roméo. Oui, Roméo et Juliette. Voilà. Allez, on rejoint l'Italie ce soir avec les Rossoneri qui l'ont remporté. Le coach Tolé, ça fera plaisir à Achille. Et nous, on dit un gros big up à la réalisation et on se retrouve dès demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.